ça partait d'une taxe donc sur l'essence. Donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on va l'intégrer. Le premier éditeur qu'on avait nous demandait est-ce que vous pouvez carrément mettre dans chaque chapitre que vous ferez du livre un témoignage de gilet jaune. Et puis, on s'est dit que ça serait peut-être restreignant de consacrer tout le livre à cette question des gilets jaunes, puisque les gilets jaunes, ça ne représente pas toute la typologie des inégalités qu'on peut connaître en France. Donc, voilà, on a voulu l'aborder plutôt dans un des chapitres, puisque pour vous expliquer un peu le livre, on a divisé ça en 10 grands chapitres, après avoir essayé j'y reviendrai, de thématiser les inégalités. Donc, on a voulu à la fois parler des inégalités en matière de santé, en matière d'emploi, en matière de logement, de mobilité, la question des seniors, la question de la santé, l'alimentation, l'éducation, et puis un chapitre hommage à Bourdieu, parce qu'à la base, en fait, on voulait faire un chapitre dédié à la culture. Il s'est trouvé qu'on n'avait pas assez de sources. Je reviendrai ensuite sur les sources qui sont importantes sur ces questions d'inégalité. Mais donc, sur la culture, on a voulu faire un chapitre hommage au livre de Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers, avec un sociologue qui est assez connaisseur de la question. Donc voilà un peu pour la genèse du livre. Et ensuite, évidemment, vu que le livre a été publié en 2020, il y a évidemment eu la pandémie, ce qui a retardé la publication du livre et aussi nous a fait réfléchir sur le fait est-ce qu'on va ou non intégrer toutes les nouvelles données, malheureusement, qui allaient arriver sur la question des inégalités par temps de pandémie. Et ce qu'on s'est dit, c'est que, a priori, vu que les études sur les inégalités prennent du temps, il n'y aura pas le recul nécessaire encore pour intégrer beaucoup de chiffres. Donc, ce qu'on a fait, c'est à minima, on a demandé à notre préfacier, donc l'économiste atterré Thomas Porcher, de mettre à jour sa préface. Et dans l'introduction qu'on a écrit nous, on a précisé voilà, que évidemment on comprenait en compte la pandémie, mais le livre, on va dire quand même, est plus général que la seule pandémie. Et on n'a pas vraiment intégré dedans des chiffres liés à la pandémie. C'est pour ça qu'actuellement, on réfléchit soit à remettre à jour ce livre, soit à réécrire carrément un livre sur les inégalités partant de pandémie, tant cette crise est mondiale et elle bouleverse tellement de choses que ça vaut peut-être même un livre. Donc, c'est en réflexion. Ensuite, je trouvais important de revenir sur la question des inégalités en tant que telles. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on ne sait pas forcément. Et même nous, lorsqu'on a commencé, j'avoue, à écrire ce livre, on n'avait pas forcément une notion hyper précise de ça. Donc, on va dire qu'on s'est plutôt basé, et d'ailleurs, c'est le cas pour quasiment tous les chapitres, sur la définition qu'en donne l'Observatoire des inégalités. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est quand même une des sources majeures en France sur les inégalités, parce que malheureusement, il n'y a pas non plus 50 sources sur la question. Et ils ont une définition assez précise des inégalités, je vous la citer parce elle est intéressante, je trouve. Donc, ils définissent les inégalités comme le fait qu'il y ait une personne ou un groupe qui détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés, sous-entendu, et qu'une autre partie de ces autres personnes ne détient pas. Donc, en gros, qu'il y ait des personnes qui soient favorisées par rapport à d'autres. Euh, Ensuite, lorsqu'on réfléchit aux inégalités, il faut aussi se demander entre qui sont ces inégalités. Euh, c'est pour ça aussi que on nous pose souvent la question en interview de pourquoi on a choisi de parler d'une France à deux vitesses seulement. On répond souvent que c'est pas une France à deux vitesses seulement, c'est pour ça qu'on a mis un S à portrait, euh, parce qu'en gros, on compare à la fois dans ce livre, j'y reviendrai, les territoires, les âges, les sexes, les ethnies, les types d'emplois, donc les inégalités de classe en soi,
Donc voilà, l'une des notions importantes quand on parle d'inégalité, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on compare dans ces inégalités. Et puis évidemment, dernière chose pour définir l'inégalité, se pose aussi la question politique qui, on va dire, c'est plutôt dans un deuxième temps, et de justice sociale, puisque on peut, on peut constater des inégalités en soi, mais après se pose de la question de comment on les résorbe. Le livre n'est pas totalement là-dessus, mais on a quand même voulu à peu près d'initiatives par thématique qui ont été menées. Et donc, c'est aussi, lorsqu'on parle de la définition de l'inégalité, une chose importante, donc, qui est comment est-ce qu'on va résorber ces inégalités et les réduire au maximum, comment le politique va faire pour les résorber. On voit bien actuellement que c'est compliqué et que les réponses et les solutions ne sont pas instinctives. Euh, Ensuite, je voulais venir aux sources, puisque j'en parlais tout à l'heure. La source principale donc, qui nous a été vraiment très utile, c'est cet observatoire des inégalités, que peut-être vous connaissez déjà, qui a été lancé par un ancien journaliste de Alternative économique qui s'appelle Louis Morin. Donc vraiment, c'est le... Il n'y a pas vraiment 40 sources, et c'est vraiment la source principale, notamment parce que tous les 2 ans, il publie un rapport sur les inégalités qui est aussi important, on va dire, que si vous connaissez un peu le secteur du logement, que le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. Donc vraiment, je vous incite à le lire. Donc le dernier est paru en 2019, donc c'est celui qu'on a utilisé dans le livre. Et le prochain en 2021, et je crois, n'est pas encore paru, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez aussi l'Observatoire sociologique du changement, qui est rattaché à Sciences Po, et qui publie tout un tas d'études aussi sur les inégalités sociales et plus globalement au niveau mondial. Et enfin, vous avez aussi un laboratoire qui est, je pense, assez connu, puisqu'il regroupe notamment des économistes très médiatiques comme Thomas Piketty, Gabriel Zucman ou Lucas Chancel, qui s'appelle le Laboratoire des inégalités mondiales, qui est à la fois rattaché en France à l'école d'économie de Paris, qui, je crois, est rattachée à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et l'université de Berkeley. Donc, eux aussi publient beaucoup d'études. Est-ce que j'ai plus de son? C'est quoi ça, même audio?
l'économiste Lucas Chancel, donc qui fait partie du laboratoire que je citais tout à l'heure, rattaché à l'École d'économie de Paris. Et ça, c'est aux éditions Les Petits Matins. Et évidemment, si vous voulez relire Les Héritiers de Bourdieu et Jean-Claude Passeron, c'est aux éditions de Minuit, et ça vous donne toujours c'est pour ça qu'on l'a inclus dans le livre d'ailleurs, ça vous donne toujours une vision de ce qui est culturel et ce qui est l'héritage que l'on transmet à ses enfants, suivant son niveau d'études, son niveau de culture. Ensuite, ce que je voulais aborder aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce livre, c'est qu'on est parti d'un constat, c'est que les inégalités sont en hausse ces dernières décennies. Et pour vous le prouver, il y a quelques études qui le montrent, et je voulais en garder qu'une ou deux pour ne pas me perdre dedans. Donc déjà, il y a l'Observatoire des inégalités qui notait que après 5 ans de stabilisation, les inégalités de niveau de vie sont reparties à la hausse après la crise de 2008. Et ensuite, entre 2013 et 2017, les écarts se sont stabilisés. Mais tous les indicateurs d'inégalité de revenus sont plus élevés en 2018 que 10 ans plus tôt. Donc, si on regarde 2018 par rapport à 2008, c'est quand même des inégalités qui ont augmenté. Et puis, si on prend sur un temps plus long, depuis une quarantaine d'années, les inégalités augmentent dans presque tous les pays du monde, ce que montre un rapport publié fin 2017 par un projet qui s'appelle le World Wealth and Income Database, dont fait partie Thomas Piketty. Et d'après ce rapport, je terminerai là-dessus pour cette partie de les inégalités en hausse depuis plusieurs années. Depuis les années 80, les 1% les plus riches ont profité 2 fois plus de la croissance des revenus que les 50% les plus pauvres. Et pour ceux qui sont entre les deux, donc on va dire les classes moyennes, les revenus ont soit stagné, soit baissé. Donc il y avait quand même une urgence à faire un livre là-dessus. Et surtout, pour terminer sur le pourquoi de ce livre, c'était essayer de proposer un livre facile d'accès aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de bouquins qui sortent par des économistes qui sont assez difficiles d'accès, notamment si on pense au Capital de Thomas Piketty, c'est quand même un pavé, c'est pas forcément accessible à tout le monde, donc on voulait un livre qui soit assez court, donc 200 pages, et puis avec des exemples concrets. Donc c'est pour ça qu'on est parti à la rencontre à la fois de personnes qui sont sur le terrain, donc de nutritionnistes, de médecins généralistes qui sont dans des quartiers populaires, de professeurs qui sont à la fois dans des zones d'éducation prioritaire et puis dans des prépas. Donc voilà, pour partir du terrain et à la fois le mettre en relief avec des experts, que ce soit des sociologues, des économistes, des spécialistes des seniors, des spécialistes de l'emploi. Donc voilà sur les raisons du livre. Ensuite, je voulais illustrer, parce qu'on est quand même en plein dedans, ces inégalités par la pandémie, en vous donnant quelques chiffres par thématique. Déjà dans le monde, si on reprend le rapport d'Oxfam que je citais tout à l'heure, il y a quand même des inégalités très claires qui sont accentuées avec la pandémie. Donc le rapport d'Oxfam montre que les 1000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie en 9 mois seulement, alors qu'il pourrait falloir plus de 10 ans aux personnes les plus pauvres pour se relever des impacts de la Covid ou du Covid. Moi, je dis plutôt le Covid parce que j'ai été habitué à le dire comme ça. Et ensuite, deuxième chiffre qui est donné par Oxfam, donc dans son rapport qui est paru il y a quelques jours seulement, les 10 hommes les plus riches du monde ont vu leur fortune totale augmenter de plus de 500 milliards de dollars depuis le début de la pandémie. Et cette somme serait suffisante pour financer le vaccin contre le Covid pour tout le monde. Donc en gros, avec l'argent qu'ils ont gagné depuis le début de la pandémie, on pourrait vacciner tout le monde. Voilà pour le contexte mondial. Ensuite, pour la France, je voulais vous citer quelques chiffres par grande thématique d'inégalité. On l'a vu, le Covid a surtout touché des populations à la fois plus précaires ou alors ayant des problèmes de santé. En termes de territoire, il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis,
c'est le département de France donc, où le taux de pauvreté est le plus élevé. Il y a 3,5 fois moins de lits de réanimation qu'à Paris. Et 37 des villes de Seine-Saint-Denis sur 40 sont déclarées déserts médicaux par l'Agence régionale de santé. Donc sur la question des déserts médicaux, justement, c'est intéressant parce que les déserts médicaux ne sont pas seulement situés en milieux ruraux, mais ils concernent aussi énormément la banlieue, et notamment la banlieue parisienne. Ensuite, il y a des chiffres aussi qui montrent, et ça c'est vraiment prouvé, que des personnes aux faibles revenus, notamment les personnes qui ont la CMU, présentent un risque plus élevé de forme grave du Covid que le reste de la population, pardon, sauf pour les plus de 80 ans. Bon, ça, il n'y a pas d'explication à ça. Et ça, c'est l'adresse dans l'étude que je citais tout à l'heure qui a démontré ça. Et enfin aussi, pour continuer sur la santé, les personnes qui sont nées à l'étranger ont plus de chances de tomber malade du Covid et d'en mourir que le reste de la population, puisqu'il y a une hausse des décès 2 fois plus forte pour ces personnes-là, et notamment pour les personnes d'Afrique du Nord, d'Asie, et c'est encore plus fort pour les personnes d'Afrique. Quelque chose qui a été très médiatisé avec les travailleurs de première ligne. On le voit bien à la fois sur la question du télétravail. Malheureusement, les personnes qui sont en première ligne souvent ne peuvent pas télétravailler, donc sont les premières à être les plus fragiles face au virus. Et en plus de ça, sont beaucoup moins bien payées que les personnes qui peuvent télétravailler, puisque on a un salaire moyen brut en France qui est autour de 3 000 € en brut, évidemment pas en net. Et pour les métiers de première ligne, en brut toujours, on a à peu près un salaire de 1 600 € pour une aide-soignante, 2 000 € à peu près pour une caissière et 2 300 € pour un éboueur. Donc on est vraiment beaucoup plus bas. Et puis, il y a plein de chiffres aussi qui montrent que pendant le premier confinement, et je pense aussi pendant le deuxième, les pertes d'emploi ont toujours d'abord touché les plus précaires. Et puis, deuxième chose, on n'a pas encore vu tous les ravages de la pandémie, puisqu'on a encore aujourd'hui un dispositif de chômage partiel qui permet artificiellement de ne pas encore voir des licenciements, quoique il y en a déjà pas mal, mais les licenciements seront devant nous malheureusement et ils ne sont pas encore là, quoi. Il y en a encore beaucoup qui vont arriver. Sur la question de l'alimentation, je pense que vous avez vu ces derniers jours, ces dernières semaines, ces files d'étudiants et de jeunes pour l'aide alimentaire, notamment à Paris. Vous avez dû voir des reportages, plusieurs qui ont été faits par Brut et d'autres médias sur les distributions de l'association Linky, où là, hier, il y avait plus de 500 étudiants qui faisaient la queue pour l'aide alimentaire, à côté de chez moi d'ailleurs, dans le 13e arrondissement, et il n'y avait pas assez pour les servir. Donc il y a un vrai souci là-dessus pour les étudiants. Et il faut savoir que pendant le premier confinement, le Secours populaire a accueilli 40% de personnes en plus. Et puis surtout, plus de la moitié des personnes aidées a déclaré avoir recours à l'aide alimentaire depuis moins d'1 an. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai mouvement de personnes qui n'étaient pas touchées par la précarité avant et qui le sont maintenant. Dans les études, on voit souvent que c'était des personnes qui arrivaient plutôt à bien s'en sortir, mais qui étaient souvent, par exemple, des saisonniers. Les saisonniers, que ce soit dans la restauration ou au ski, par exemple, c'est des personnes là, qui souffrent évidemment de la situation, puisque les restaurants sont fermés, les pistes de ski aussi sont fermées, puisque les remontées mécaniques sont à l'arrêt. Donc voilà, ça c'est pour le côté alimentation. Sur le côté argent, vous avez dû voir aussi qu'il y a un gros gap, une grosse différence sur les personnes qui ont pu épargner et celles qui n'ont pas pu épargner. Donc, on a vu que le livret A, par exemple, a explosé ces derniers mois. Bon, c'est essentiellement dû à des populations cadres ou aisées qui ont quand même pu mettre de côté, puisque sinon, il y a quand même les 20% des ménages les plus modestes n'ont pas réussi à épargner.
Et en plus de ça, ils se sont globalement endettés. Ça, c'est une étude très sérieuse du Conseil d'analyse économique. C'est un think tank qui est rattaché à Matignon, donc le gouvernement est au courant de cette question, mais je ne sais pas si ils font le nécessaire, on y reviendra peut-être après. Donc voilà pour les principaux chiffres que je pouvais vous donner pour le Covid. Évidemment, il y en a encore qui existent, mais je ne voulais pas me perdre non plus dans les chiffres. Et je vous invite vraiment à aller voir l'étude de l'adresse si vous voulez une vue assez globale des effets de la pandémie sur les inégalités. Et puis, comme je vous le dis, on est encore qu'au début des effets, notamment des effets économiques et sur l'emploi, puisque toutes les mesures de chômage partiel reportent artificiellement ces effets-là. Et c'est pour ça que je pense qu'un nouveau livre sur les inégalités sera nécessaire a priori dans plusieurs mois. Ensuite, pour revenir sur les inégalités hors temps de pandémie, mais bon, c'est des questions qui restent d'actualité, mais qui préexistaient à la pandémie, ce qu'on démontre dans le livre, c'est que de manière générale, les inégalités sont cumulatives. Ça veut dire que vous avez un type d'inégalité, vous aurez sûrement un autre type d'inégalité, et ensuite c'est un cercle vicieux. Je vais partir notamment de la question de l'emploi. Donc, bon, c'est connu, mais vous avez un emploi précaire, que ce soit en CDD, un enchaînement de contrats courts en intérim. Déjà, ça sera d'une part très compliqué pour vous à la fois d'avoir un prêt pour acheter. Bon, déjà, a priori, vous aurez moins de capacité pour acheter. Et en plus de ça, vous aurez plus de difficultés à louer. Donc, a priori, vous vous retrouvez aussi dans un logement qui sera plus insalubre, qui sera trop petit par rapport au nombre de personnes qui l'occupent. Si vous avez des enfants, ils n'auront peut-être pas une chambre à eux. Ils auront des difficultés actuellement pour travailler parce qu'ils n'auront pas forcément un bureau à eux. La connexion Internet aussi sera plus mauvaise. Et en plus de ça, ce que démontrent aussi les différentes études sur les inégalités, c'est que si on n'a déjà pas beaucoup d'argent pour le logement, qui est quand même la première source de dépenses, on va rogner sur des choses quand même qui peuvent être indispensables, notamment sur la santé. On peut remettre à plus tard une opération qui est indispensable et ça peut créer de gros problèmes. Et même chose, des personnes qui ont un emploi précaire, souvent, on le constate sur la question des mobilités, c'est des personnes qui n'ont pas le permis. Notamment, je me souviens sur le chapitre des mobilités, j'ai interviewé un spécialiste qui m'expliquait que dans la plupart des centres pour l'emploi, que ce soit Pôle emploi ou les missions locales, les jeunes qui viennent se renseigner pour trouver du boulot ou se faire accompagner, c'est des jeunes qui n'ont pas le permis. Donc la question du permis est une question centrale, que ce soit en milieux ruraux ou même dans les milieux populaires, dans les métropoles, parce que sans le permis, il y a beaucoup de portes qui se ferment pour trouver du boulot. Donc voilà, tout ça pour dire que la question des inégalités vraiment doit toujours se penser de manière globale et que, en général, lorsqu'on est pris par une inégalité, pardon, on est souvent pris par une autre. Et c'est ce que montre notamment dans le livre le démographe Hervé Lebras, qui avait fait toute une étude à partir de la data du recensement national pour essayer de faire des liens de causalité entre, par exemple, une personne qui est en couple avec une personne au chômage. Est-ce qu'elle a plus de chances ou non de se retrouver au chômage? Donc, on parle notamment de ça dans le livre. Je voulais aussi vous donner des chiffres plus généraux sur quelques points, quelques thématiques qu'on aborde dans le livre. Et je terminerai là-dessus pour vous laisser ensuite poser des questions. Donc sur l'emploi, les principales inégalités, pour résumer, aujourd'hui sont, et on le voit encore plus avec la pandémie, elles sont entre les gens donc, qui ont un CDD et les gens qui ont un CDI, puisqu'on l'a vu, le CDI est toujours le sésame pour trouver un logement aujourd'hui. Et puis aussi entre les gens qui sont salariés
et puis les gens qui sont auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, le terme exact aujourd'hui, ou travailleurs des plateformes, puisque pour le moment, même si le gouvernement Macron avait essayé de faire passer une loi pour donner une protection sociale à ces travailleurs des plateformes, pour le moment, ils n'ont rien. Et donc, par exemple, quand vous voyez un livreur qui se fait un accident du travail parce que, par exemple, la semaine dernière, il y avait de la neige partout en France et il était obligé de travailler, il n'est pas couvert s'il se fait un accident et son employeur ne sera pas responsable. Donc ça, c'est toujours un gros souci. Il y a évidemment la question des inégalités de salaire et on est à l'approche du 8 mars. Les entreprises doivent remplir ce qui s'appelle l'index de l'égalité en entreprise. Donc, on va voir si ou non les entreprises le respectent. Mais bon, encore une fois, le gouvernement s'était engagé au départ à, à mettre des sanctions financières pour les entreprises qui ne respecteraient pas leurs engagements. Mais bon, ça a changé et puis ça a été transformé. C'était Muriel Pénicaud à l'époque qui avait promis ça, mais finalement, ça s'est transformé en un index qui indique simplement le respect ou non que ce soit du salaire ou est-ce que lorsque une femme revient d'un congé maternité, est-ce que on va ou non lui redonner le même poste, est-ce qu'elle va avoir les mêmes promotions qu'un homme. Et pour terminer sur l'emploi, il y a évidemment la question diplômé, non diplômé, puisque l'on voit que malheureusement les taux de chômage sont toujours hyper élevés pour les non diplômés et beaucoup moins élevés pour les diplômés. Sur la question des mobilités aussi, je voulais revenir aussi là-dessus. Donc, j'ai parlé donc de la question du permis qui est quand même centrale pour les demandeurs d'emploi. Il y a aussi la question de ceux qui ne peuvent pas se payer le coût de l'essence. La question aussi de ceux qui sont dans des zones où ils sont obligés de prendre la voiture. Et là, je pense que c'est pour ça, je pense aussi qu'on n'a pas voulu trop mettre l'accent uniquement sur les gilets jaunes dans le bouquin. C'est que cette question de la voiture, elle est aussi prégnante en banlieue que dans les milieux ruraux, puisque en banlieue, il y a plein d'endroits où on est obligé de prendre sa voiture. Et donc, on est autant dans la difficulté face au transport en commun que quelqu'un qui habite en pleine campagne. Et puis, du coup, ce qui ressort de ça, c'est qu'il y a une inégalité entre ceux qui ont les transports en commun et ceux qui ne l'ont pas, puisque dans le droit du travail français, les transports en commun peuvent être remboursés par l'employeur, mais il n'y a rien qui est prévu pour la voiture. Donc, vous prenez la voiture, vous payez votre essence, l'assurance de la voiture, c'est à votre charge, alors que vous prenez les transports en commun, il y a 50% qui doivent être remboursés par l'employeur. Donc ça, c'est quand même une énorme inégalité qui n'est pas résorbée et qui pose aussi évidemment des questions écologiques, puisque quand on prend la voiture, c'est pas très écolo, mais bon, ça serait au pouvoir public euh, a priori de revenir là-dessus. Donc pour terminer sur les mobilités, ce qu'on essayait de montrer dans le livre, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'opposition métropole-province, métropole France périphérique, comme certains l'appellent, mais plutôt voir la question de ces mobilités, des inégalités, comme quelque chose qui peut traverser tous les territoires. Sur la question du logement, il y a à la fois la question du mal logement, puisqu'on l'a vu lorsque on a un salaire faible ou un contrat précaire, on va souvent tomber dans un logement qui est insalubre, qui est trop petit. D'ailleurs, petite parenthèse, lorsque j'ai commencé, puisque c'est moi qui me suis occupé dans le livre avec Dominique du chapitre sur le logement, lorsque j'ai commencé à écrire ce chapitre, c'était pile le moment où à Marseille, il y avait des immeubles qui s'effondraient dans la rue d'Aubagne. Donc ça a été assez tragique et j'ai voulu leur rendre hommage dans le livre, puisque là c'est plus du coup sur la question de la politique publique, mais dans ces logements, il y avait des logements qui appartenaient à certains élus locaux, donc qui louaient des logements totalement vétustes et qui menaçaient de s'écrouler à des personnes qui ne pouvaient pas faire autrement que de leur louer à eux, puisque c'était pas possible d'aller dans le parc privé ou dans le HLM.
Donc voilà, parenthèse refermée, mais il y a eu malheureusement cet écho tragique lorsqu'on a commencé à traiter de cette question-là dans le livre. Il y a aussi évidemment la question du coût du logement en Île-de-France par rapport au coût en province, donc évidemment qui est beaucoup plus fort en Île-de-France qu'en province. Et puis sur le côté solution aussi du logement, qu'on a abordé dans le livre et je pense qu'il est important de rappeler, on pense souvent que il peut être intéressant de transformer les bureaux en logements. Et d'ailleurs, la question revient actuellement, comme il y a beaucoup d'entreprises qui n'utilisent pas leur bureau à cause de la pandémie. Mais en fait, pour l'avoir étudié un peu pour le livre, c'est assez compliqué en termes de réaménagement, puisqu'il faut à la fois euh, faire venir les sanitaires, les douches à l'intérieur, repenser totalement l'agencement. Donc c'est pas hyper simple et ça se fait pas rapidement. Donc par exemple, si un office HLM voulait reprendre des bureaux, ce qui s'est déjà fait, hein, notamment en région parisienne, ça peut se faire, mais c'est très coûteux et ça peut être plus coûteux, par exemple, que lancer un nouveau programme de logement. Et enfin, je voulais revenir aussi sur la question des vacances, parce que c'est un point, je pense, qu'on oublie souvent lorsqu'on parle des inégalités. On l'a vu notamment là pendant ces vacances de février qui sont toujours en cours. On a énormément parlé du ski, mais le ski, ça concerne personne en France, ça concerne 7% des gens. 7% des gens, je crois, qui y vont une fois au moins tous les 2 ans. Donc 7%, c'est même pas un dixième de la population. Et pourtant, ça fait les gros titres et on s'émeut de la fermeture des remontées mécaniques. Bon, évidemment, certes, il y a aussi la question des emplois qui sont derrière. On l'a vu tout à l'heure avec les saisonniers, mais en tout cas, dans le traitement médiatique des vacances, il y a souvent je trouve un décalage, que ça soit sur la question du ski, mais aussi des départs à l'étranger. Les départs à l'étranger concernent très peu de monde. Et puis surtout, il y a un Français sur trois pardon, qui ne part pas en vacances. Et ça, c'est donc une étude du Crédoc. Donc je disais tout à l'heure, certaines études sont un peu anciennes. Donc celle-là, je crois qu'elle date de 2013 ou 2015. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un tiers des gens qui ne partent pas en vacances et les profils sont assez variés parce que je me souviens d'en avoir discuté avec une des directrices du Secours populaire qui me disait que les profils des gens qui ne partent pas en vacances, c'est à la fois des gens très précaires, mais ça peut aussi être des entrepreneurs, des gens qui viennent de se lancer à leur compte et qui du coup ne partent jamais en vacances. Donc voilà un peu pour le tour que je pouvais faire moi. Et comme je voulais laisser une partie de questions-réponses, je vais vous laisser aussi en poser. Merci Samuel. Bienvenue à celles et ceux qui sont arrivés en cours de route. Élodie, si tu veux te faire la porte-parole des questions qui ont fusé pendant toute la conférence. Tout à fait, je vais faire ça. J'ai noté consciencieusement les différentes Eh questions. bien, tu seras Merci. augmenté. Ah, c'est gentil. Mais merci d'abord à notre conférencier de ce soir qui nous a proposé quelque chose de très intéressant. Donc, la première question qui a fusé au bout de quelques minutes était d'avoir votre avis sur la sécurité sociale d'alimentation. Donc, vous avez déjà abordé le sujet d'alimentation. Et la personne demandait, que pensez-vous de la sécurité sociale d'alimentation? C'est quoi là? Pardon, je ne vois pas ce que c'est la sécurité sociale d'alimentation. Alors, on va peut-être, je vais vous retrouver la question, comme ça je vais ouvrir le micro de Véronique, puisque c'est Oui, Véronique qui a posé la question. Véronique, si jamais vous voulez préciser votre question, vous pouvez ouvrir et votre je micro. précise que ce chapitre d'ailleurs sur l'alimentation a été traité par Dominique Vidal, donc j'avoue qu'il connaît un peu mieux la question que moi, mais je vais essayer de répondre comme ça, j'avoue que je ne vois pas à quoi fait référence la sécurité sociale d'alimentation. D'accord, merci. Donc, en fait, la SSA, Sécurité sociale d'alimentation, c'est un projet qui est en train de voir le jour et qu'on essaie au niveau national de promouvoir et de mettre en œuvre, qui en fait serait l'équivalent pour l'alimentation de la sécurité sociale, de la protection sociale. Voilà.
Et donc, l'idée, ce serait que chaque citoyen, chaque citoyenne bénéficie l'équivalent d'une carte vitale, mais avec chaque mois 150 € pour pouvoir comment je veux dire, accéder à une alimentation plus de qualité que ce qu'on peut trouver actuellement et qui peuvent être dépensés dans toute une série de magasins ou de producteurs conventionnés. C'est-à-dire que ce ne sera pas pour le McDo, ce sera pour des choses un peu plus saines, équilibrées. Enfin, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Alors, il y a tout un tas de littérature dessus. Il y a des gens qui bossent dessus en ce moment, mais c'est ça, en gros, la SSA. D'accord, bah, je Donc, ne quand on connaissais parle pas. Ouais. d'inégalité d'accès à l'alimentation, ce serait chaque citoyen, mais personnellement, que ce soit les enfants, les adultes, tout le monde aurait 150 € Sans critère de revenus alors. Non, 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 comme pour la sécurité sociale, tout le monde. Par contre, comme pour la sécurité sociale, chacun contribue selon ses moyens. À hauteur de ses revenus. Ouais. Et voilà, à hauteur de ses moyens. Ceux qui ont un très gros salaire contribueront plus, ceux qui ont un petit salaire moins, ceux qui n'ont pas du tout de salaire contribueront pas, mais tout le monde aura 150 €. Bah, Voilà, j'en profite pour rebondir là-dessus, parce qu'il y a une question qui est centrale actuellement et à laquelle le gouvernement ne voulait pas répondre directement. C'était la question de l'ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans. Parce qu'actuellement, le RSA est ouvert aux jeunes de moins de 25 ans, mais uniquement pour des parents qui élèvent un enfant seul. Et la question est quand même, je pense, considérable vu la difficulté que traversent les jeunes actuellement. Et comme on voit, je disais tout à l'heure, ces files d'attente énormes de jeunes pour l'aide alimentaire. Donc je pense, ça peut être complémentaire, je pense, avec l'idée d'une sécurité sociale alimentaire, mais en tout cas, tant qu'il n'y aura pas cette question qui sera mise sur la table par le gouvernement, il y aura toujours un souci parce qu'il y a plein de jeunes je lis plein de témoignages de jeunes qui n'ont accès à aucune aide parce qu'ils sont pile dans la tranche, on va dire, où ils peuvent avoir accès à rien. Ils ne peuvent pas avoir le chômage parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils sont étudiants. Ils ne peuvent pas avoir droit à certaines aides parce qu'elles sont réservées à des publics qui n'ont pas leur âge. Donc, il y a un vrai trou en ce moment pour ces gens-là. Et pour pas qu'ils se retrouvent totalement à dépérir, je pense qu'il faut vraiment que cette question soit posée au-delà des mesures d'urgence. Et bien sûr, peut se poser aussi la question du revenu universel qui peut-être refera surface. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'elle ne fait pas assez débat pour les mois à venir et la prochaine présidentielle, mais j'espère qu'elle refera surface et aussi que refera surface la question du RSA pour les jeunes. Merci pour ces précisions donc, et cet échange. Alors, il y a deux questions qui regroupent, qui se rapportent plutôt au thème du patrimoine. Donc, une première question, du logement plus largement et du patrimoine. Dans la première question, était un constat selon lequel le patrimoine était la principale source en fait d'inégalité. Donc, avoir votre avis sur la proposition de suppression des héritages. Et la deuxième question concernant le logement, c'est... Elle est où alors, elle est où? Voilà. C'est la création en fait de plus de logements qui diminuerait, on va dire, un petit peu par effet de résonance les tarifs. C'est-à-dire s'il y avait plus d'offres, les tarifs seraient peut-être moins élevés, notamment l'exemple a été donné sur Paris. Voilà. Donc, avoir un retour sur ces deux points. Sur la première question, je pense que, en tout cas, actuellement, il y a des possibilités de donation des parents aux enfants qui sont quand même trop fortes. Ça, c'est vraiment à titre personnel que je pense. Et que peut-être il faudrait plus taxer ça parce que évidemment, lorsqu'on vient d'un milieu aisé, et que on peut, je connais plus les montants exacts des donations qu'on peut faire avant sa mort, mais c'est quand même assez énorme et on peut quand même transmettre une grosse part de son héritage
avant de mourir. Donc là-dessus, je pense qu'on pourrait beaucoup plus taxer l'héritage. Bon, je ne pense pas qu'il faudra totalement supprimer l'héritage parce que là, on aurait sûrement une révolution et même de gens qui sont concernés par les inégalités. Mais en tout cas, plus taxer l'héritage et rétablir l'ISF aussi, à titre personnel, je pense que ça serait indispensable. Et puis sur la deuxième question qui était… rappelez-moi la deuxième question, j'ai un trou. Alors, la deuxième question, en fait, c'était plus un constat, mais qui terminait quand même par un point d'interrogation. Donc, c'était pour avoir sûrement votre retour. La question, en fait, de créer des logements pour mécaniquement faire baisser les prix. Oui, Donc, oui, augmenter l'offre. sur la question du logement, c'est intéressant. Donc, dans le livre, je suis allé à la rencontre à la fois, ça peut peut-être paraître un peu cliché, mais du maire de Neuilly et de l'adjoint au logement à Paris pour avoir leur réponse sur donc l'objectif de 25% de logements sociaux qui est fixé par la loi, puisque dans un cas, évidemment, Neuilly est très loin de l'objectif et Paris s'en rapproche quand même pas mal depuis, si on compare la période de Bertrand Delanoë, donc courant des années 2000, et aujourd'hui sous Anne Hidalgo, il y a quand même une évolution énorme. Je crois qu'ils sont autour de 19%, alors qu'ils partaient de moins de 10% de logements sociaux, ou autour de 10 sous Delanoë. Donc voilà, et alors qu'à Neuilly, ils n'ont vraiment pas réussi. La question est compliquée parce que il y a plusieurs questions qui rentrent dedans. C'est à la fois où est-ce qu'on va construire. Si on veut du logement neuf, il faut trouver du foncier et trouver des terrains. À Paris, il y a quand même très peu de terrains. C'est pour ça que les arrondissements, si vous connaissez un peu Paris, qui concentrent les logements sociaux sont 13e, 19e, 20e. Parce que c'est des endroits qui sont proches du périphérique, qui est proche des limites de Paris, donc où il y a plus de terrain. Mais après, dans le centre de Paris, c'est un vrai problème. Et là, actuellement, il y a les arrondissements centraux, par exemple, de Paris, ont ces objectifs-là, mais c'est très compliqué, même pour la mairie qui est quand même assez volontariste là-dessus. C'est compliqué de trouver des terrains. Donc, il y a à la fois la question du terrain, mais il y a aussi la question du rachat de logements existants, ce qui existe. Il y a par exemple, ça n'arrive pas tout le temps, mais il y a des immeubles haussmanniens qui sont rachetés. Et c'est compliqué aussi parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on transforme un logement du privé pour qu'il devienne un logement social, il faut avoir l'accord de tous les copropriétaires. Donc, il faut aller toquer un par un à chaque copropriétaire pour leur demander s'ils sont d'accord de vendre. Et apparemment, c'est très, très compliqué d'avoir c'est compliqué et ça prend du temps. Donc, dans les grandes métropoles, pour répondre à la question, je suis d'accord sûrement que s'il y avait plus de logements, peut-être que ça ferait baisser les prix, mais il y a cette problématique. Et puis, il y a aussi une problématique nouvelle qui est la problématique de l'écologie et de la densification des villes. Là, notamment à Paris et je pense dans d'autres villes, il y a les élus d'opposition qui sont écolos et ailleurs qui s'opposent souvent à une trop grosse densification. Je pense qu'il y avait un programme, je crois, de HLM qui devait voir en plus le jour dans le 16e arrondissement, proche du bois de Boulogne, qui n'a pas vu le jour, notamment parce que les élus écolos se sont opposés. Donc là, pour le coup, c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément idéologique, c'est plus suivant ce qu'on défend. Donc là, c'est elle la question de la densification. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi quand on étudie les inégalités, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de facteurs différents et de solutions différentes qui peuvent être possibles. Merci. Alors, une question qui finalement rejoint un petit peu ce souci, on va dire, de logement, mais qui plus largement englobe toutes les inégalités. Donc, c'est la question de savoir quelle politique fiscale, selon vous, pour réduire les inégalités. Donc, soit une augmentation des tranches d'impôt sur le revenu, donc l'ISF, vous l'avez évoqué, ou une TVA 0% sur les produits de première nécessité. Voilà. Oui, ça peut être une bonne idée aussi, la TVA à 0% sur
produits de première nécessité. C'est vrai que la TVA aussi, c'est un impôt assez inégalitaire puisqu'on la paye tous. C'est pas du tout progressif. Donc, que vous soyez riche ou pauvre, quand vous allez faire vos courses, c'est la même chose. Quand, à un panier égal de courses, on se retrouve avec la même TVA pour tout le monde. Donc oui, en soi, c'est hyper inégalitaire. Bon, après, il y a des actions cotées en ce moment. Bon, c'est peut-être un peu du marketing de la part des grandes surfaces, hein, mais il y a plusieurs enseignes de la grande distribution là, qui ont fait des paniers justement à prix très bas, paniers justement de première nécessité avec tout un panel à la fois de fruits et légumes et de produits de première nécessité à prix très bas. Mais je pense oui que le législateur devrait aussi se pencher sur la question. Et puis sinon, sur la fiscalité, donc évidemment, rétablissement de l'ISF, je pense, et puis avoir des impôts plus progressifs, puisque pour le moment, on n'est pas allé vers de la progressivité ces dernières années, mais plutôt vers des impôts comme la TVA qui touchent tout le monde et qui sont pas, qui s'adaptent pas au niveau de revenus. D'accord. Alors, encore 2 questions que j'ai notées. Après, si j'en ai oublié, les personnes pourront rapidement lever la main. Donc, un constat d'un participant. Donc, le chômage est un assassinat social. Quelle serait l'alternative selon vous? La question du chômage, ça m'intéresse beaucoup comme je suis spécialisé sur l'emploi. C'est vrai que c'est une question très compliquée. Bon, déjà, actuellement, on est face à un chômage qui est conjoncturel, on va dire, qui est lié à la crise. Pas uniquement, parce qu'évidemment, on était dans une situation de chômage déjà très élevée avant crise. Et même si le gouvernement à l'époque avait un objectif de 7% de chômage à l'horizon 2022, 7%, c'était quand même déjà énorme. Parce que, par exemple, si on compare la situation des États-Unis en février dernier, d'ailleurs, si on était en février, Trump aurait été élu, et s'il n'y avait pas eu la crise non plus, parce qu'on était à 3% de chômage aux États-Unis. Donc, et nous, on est quand même, on était déjà avant crise à plus de 8 ou 9%, entre 8 et 9, je me souviens plus exactement. Et maintenant, les chiffres sont, par contre, actuellement pour le chômage sont très difficiles à comprendre parce que ils tiennent pas compte en fait des gens qui sont sans emploi mais qui recherchent pas du boulot. Notamment, là, il y a cette semaine des derniers chiffres qui sont tombés sur le taux de chômage d'après l'INSEE, qui sont vraiment à prendre avec des pincettes parce que l'INSEE l'explique. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait acte de recherche d'emploi parce que au dernier trimestre, il y a eu le deuxième confinement. Donc, c'est compliqué. Mais pour résorber le chômage, je pense qu'il n'y a pas une seule recette. Je pense que ça peut être du transfert de compétences, notamment en ce moment, parce qu'il y a quand même pas mal de métiers aujourd'hui qui sont des métiers en tension. Ça veut dire où il y a un besoin de main-d'œuvre, mais pas assez de gens. Mais bon, après, c'est des secteurs qui attirent pas forcément. Le BTP, avant, il y avait évidemment la restauration, mais là, c'est en suspens avec la Covid. Transfert de compétences. Après, il y a des initiatives aussi qu'on cite dans le livre, notamment Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est des initiatives qui sont à moitié de l'emploi aidé. Sachant que quand même sur l'emploi aidé, les contrats aidés, Macron est un peu revenu sur sa politique parce qu'au départ, il avait réduit drastiquement le nombre de contrats aidés. Et puis finalement, il est un peu revenu là-dessus parce qu'il s'est rendu compte que les contrats aidés étaient indispensables, notamment dans le milieu associatif. Donc les contrats aidés, ça peut être une solution, mais territoire zéro chômeur de longue durée, c'est un peu une autre idée. C'est en fait, pour faire simple, on utilise l'argent qui serait normalement dévolu aux allocations chômage pour créer des contrats. Et c'est sur des secteurs qui ne sont pas encore pourvus dans des territoires donnés. Donc, par exemple, je cite un exemple à Lille dans le livre, où c'est un terrain qui a été donné par la mairie pour faire du maraîchage
avec des chômeurs de longue durée, puisque Territoire zéro chômeur de longue durée, ça s'adresse principalement aux chômeurs de longue durée. Donc ça peut être une solution. Et je pense sinon qu'il y a un autre problème du chômage, parce qu'on parle beaucoup du chômage des jeunes, mais il y a le chômage des seniors aussi, qui est un vrai problème. Et ça, je pense, c'est vraiment un souci du côté des entreprises parce qu'il y a pas plein de recruteurs, que ce soit dans des cabinets de recrutement ou même, je ne sais plus si c'était Pôle emploi ou l'APEC, mais en tout cas, les cabinets de recrutement m'ont déjà dit franchement qu'il y a certains de leurs clients, certaines des entreprises qui leur demandent de ne pas avoir de personnes de plus de 45, 50 ans, puisque malheureusement, on considère les gens seniors à partir de 45 ans. Mais pour les seniors, je pense que la question du chômage, c'est vraiment une question un peu de ce qu'il y a dans la tête des recruteurs, parce qu'ils ne veulent pas recruter des personnes de plus de 50 ans parce qu'ils se disent ils vont nous coûter trop cher, ils ne vont pas s'adapter vite. Ils ont ces clichés en tête. Je pense qu'il y a un vrai souci côté recrutement là-dessus. Donc voilà un petit peu toutes les solutions qu'il peut y avoir. Mais pour terminer sur le chômage, quand on est dans une situation où le chômage est quand même vachement conjoncturel, même si avant crise, il y avait déjà un chômage très fort, c'est quand même compliqué de trouver une solution miracle. Merci. Non, alors, une dernière question, et puis je laisserai Bernard clôturer. Et donc, c'était simplement, alors ça recoupe un petit peu finalement tout ce que vous avez développé. Donc, un de nos participants voulait savoir si dans votre livre, il n'y avait qu'un état des lieux des inégalités ou si des pistes et des propositions étaient abordées. Donc, vous en avez évoqué quelques-unes, peut-être un ou deux exemples pour conclure, et je vous remercie encore pour cette présentation. Ouais, je vous en prie. En fait, oui, nous ce qu'on voulait faire, c'était que ce livre puisse servir un peu de guide, que ça soit un peu un livre pédagogique qui puisse être utilisé à la fois par des étudiants comme n'importe qui veut se renseigner sur l'état des inégalités aujourd'hui. Donc oui, c'est plutôt un panorama et on n'avait pas vocation on voulait pas faire un essai en fait qui soit simplement un essai politique où on propose un ensemble de solutions et d'initiatives, mais on voulait quand même en citer quelques-unes, comme je disais dans les chapitres, pour ne pas non plus montrer qu'il n'y a aucune solution qui existe. Pardon. Par exemple, je peux en citer d'autres sur la question des mobilités, par exemple. Certains proposent qu'il y ait un vrai financement du permis, puisque ça, comme je le disais tout à l'heure, sans permis, qu'on soit en milieu rural, en banlieue ou même à Paris, c'est vraiment un motif de non-accès à l'emploi. Donc voilà, il y a des gens qui proposent qu'il y ait une vraie aide pour le permis, parce que le permis, c'est quand même, faut se rappeler que c'est dans certains endroits, ça peut aller jusqu'à 2000 € si on compte à la fois le code plus le permis. 2000 € qui, en majorité, pour ceux qui ont les moyens, sont payés par les parents. Donc, si on n'a pas les parents derrière, souvent, il faut soit travailler l'été. Mais bon, travailler l'été, parfois, c'est aussi pour payer ses études. Donc voilà, s'il y a une aide qui peut être mise en place là-dessus, c'est quelque chose de proposé. Il y a aussi des gens, pour terminer sur la question des mobilités, qui proposent qu'il y ait une aide en fonction de la distance avec son travail. Puisque là, pour le moment, comme je le disais tout à l'heure, c'est une énorme inégalité entre ceux qui ont des transports en commun et ceux qui n'en ont pas. Puisque quand on a une voiture, à part si l'employeur est généreux, il n'y a aucune aide qui existe. On se débrouille tout seul. Donc voilà un peu les solutions qu'il peut y avoir sur le logement. Après, sur la question de l'éducation, on en parle aussi un peu du côté solution, notamment avec la question de l'égalité des chances. Notre point de vue, je pense, je ne vais pas contrarier Dominique Vidal, le co-auteur, si je dis ça. Notre point de vue, c'est que les solutions, notamment ce qui a été fait à Sciences Po ou dans des grandes écoles à une certaine époque, qui était de faire un accès spécifique pour des jeunes qui sont
de zones d'éducation prioritaire ou de milieux ruraux, c'est pas forcément la bonne solution d'avoir un concours différent, ou alors qu'on ne leur fasse pas passer d'épreuves écrites, mais uniquement orales. Parce que selon nous, et d'ailleurs c'est ce qu'on constate à l'intérieur des écoles, souvent ça mène à ce qu'ils soient un peu exclus et mis à l'écart parce qu'ils ont accédé, on va leur reprocher d'avoir accédé à l'école de manière plus simple ou alors de ne pas avoir les mêmes capacités que les autres. Nous, on pense plutôt que ça doit se faire en amont, mais sans rentrer dans des généralités sur il faut transformer toute l'école. Ça peut être simplement dès le lycée, à la fois qu'au niveau des conseillers d'orientation, il y a un vrai travail qui soit fait sur l'orientation, parce que les conseillers d'orientation, je pense qu'il y a eu des coupes énormes dans les budgets d'orientation au lycée depuis des années. Donc, multiplier ces questions d'orientation pour leur permettre d'accéder à ces choses-là. Et puis aussi qu'il y ait des préparations, des sortes de prépas dès le lycée qui puissent, des prépas égalitaires qui puissent permettre à chacun et dans tous les territoires d'accéder à tout type de formation. Parce que pour terminer sur l'éducation, on est quand même dans une période où, avec la réforme du bac, on va avoir, et on en parle dans le livre, on va avoir des bacs qui vont vachement dépendre des établissements plus que l'épreuve très collective qu'on avait jusqu'à présent, notamment avec cette nouvelle épreuve de grand oral qui consiste donc à présenter un sujet devant un jury. Donc, c'est une épreuve qui est vachement liée au milieu culturel dont on vient. Et en plus de ça, il y a actuellement des prépas qui se créent, des prépas payantes pour préparer les élèves dès le lycée à ces épreuves-là. Donc, ça veut dire qu'on crée encore plus d'inégalités avec cette nouvelle épreuve. Donc voilà, selon nous, et c'est ce qu'on défend aussi un peu dans le bouquin, c'est dès le lycée, mais même dès le collège, pour la question de l'orientation, que peuvent être combattues les inégalités. Merci Samuel, merci à toutes et à tous. Petit merci particulier à Elodie et à Dani qui m'ont donné un coup de main pour gérer cette visioconférence. Il y a sûrement des frustrations parce qu'il doit sûrement y avoir des questions qui sont passées à la trappe, notamment une que j'ai vue passer sur le partage du travail, les 32 heures. Alors, ce que je peux vous proposer, si tu en es d'accord, Samuel, c'est que vous m'envoyez à l'adresse contact@amidiplo11.org vos questions. Si vous êtes frustré, je les transmettrai à Samuel et je servirai d'intermédiaire entre Samuel et vous. Merci encore d'avoir participé. Prochain rendez-vous le samedi 6 février à 15 h là. Ce sera une conférence sur un sujet absolument sans intérêt, sur l'industrie pharmaceutique, sur les magouilles de Sanofi. Et ce sont des syndicalistes de Sanofi Montpellier qui animeront cette rencontre. Au passage, est-ce que vous avez entendu dire dans les grands médias nationaux qu'il y avait eu un mort chez les grévistes de la faim de Sanofi en Asie? Je ne pense pas. Sur ce, merci encore, bonne soirée et à bientôt, j'espère. Est-ce que tu peux repréciser la date parce que tu as parlé du 6 février? 6 mars, pardon, samedi 6 mars à 15 h. 15 h. Voilà. Et ensuite, il y en aura d'autres. Le 13, c'est Anne-Cécile Robert qui viendra nous parler de son livre, de son dernier livre, et encore une autre le 27, 28, je ne sais plus, mais on y reviendra. Merci encore et à bientôt. Merci. Si. Merci.